Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus aujourd'hui pour cette session sur la sauvegarde et la restauration d'état des applications mobiles. Et on verra aussi la partie cycle de vie des applications. Normalement, c'est prévu pour 1 heure, mais je vais probablement déborder vu tout ce que tout ce que j'ai prévu de dire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous n'êtes plus là pour les réponses en fin de session, bah, de toute façon, j'y répondrai quoi qu'il arrive. Et puis, vous pourrez les reconsulter sur la rediffusion. Si l'enregistrement se passe bien, a priori, il est démarré. Donc on est parti. Alors, je me présente, Patrick Prémartin. Vous commencez à me connaître si vous avez suivi les autres présentations depuis 2 ans. Donc je suis prestataire informatique et MVP Embarcadero. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des besoins de formation ou des idées de webinaires, articles et autres infos. Ah, hop. Cette série de webinaires est proposée par Bernstein, donc à raison de 1 par mois, planifié au moins jusqu'à la fin de l'année. C'est le distributeur officiel pour les produits Embarcadero, pour France, Benelux et d'une manière générale toute la francophonie, où qu'elle soit sur la planète. Donc n'hésitez pas à les contacter pour toute question concernant vos licences, les renouvellements, achats éventuellement, et bien entendu le support technique si vous avez des questions sur les installations ou du support de base. Ils peuvent y répondre et éventuellement transmettre à d'autres MVP prestataires ou Embarcadero selon les besoins. Euh, oui, évidemment, j'utilise pas le bon clavier pour le déplacement sur la présentation. Donc, ma société All Software, vous avez les coordonnées s'il y a besoin. Donc, qui est organisme de formation référencé sur Datadoc et auprès de la préfecture de Paris. Donc, n'hésitez pas si vous avez des besoins de formation en entreprise. Pour me contacter, le mieux c'est de passer par les sites internet pour éviter de passer en spam. Donc, vous avez toujours un lien de contact avec un formulaire derrière. Vous avez plus de chances que je puisse les recevoir et répondre. Alors, aujourd'hui, donc l'idée de la présentation, c'était de parler du contexte d'exécution et comment on récupère les informations quand une application se plante ou quand une application passe en background sur les téléphones portables, notamment quand on reçoit des appels. Alors, juste parler de ça, c'était un peu restrictif parce qu'en fait, il faut déjà savoir dans quel cas l'application perd le focus ou ce qui lui arrive. Donc, on va commencer par voir ce genre de choses. Donc c'est ce qu'on appelle le cycle de vie de l'application. Et puis ensuite, je vous parlerai du contexte d'exécution et ce que j'entends par là, et surtout comment on peut gérer ça dans Delphi avec FireMonkey. Alors, le cycle de vie, déjà, il y a 2 types d'applications, les logiciels pour Windows, Mac et Linux qui fonctionnent à peu près pareil, et donc qui se lancent et qui se ferment proprement. Donc il y a un fonctionnement similaire, quelle que soit la plateforme sur ces 3 systèmes d'exploitation. Ce ne sera pas le cas pour les environnements mobiles. Sur les macOS, on a aussi la possibilité, quand on lance une appli ou quand une application est démarrée, que le système d'exploitation nous transmette des messages. Et on peut aussi recevoir des notifications push, ou donc avoir des interactions avec le système d'exploitation, le système de fichiers, notamment quand on clique sur un fichier qui a été associé à une application. En fait, contrairement à Windows, il ne rappelle pas l'application avec l'URL l'URL, le chemin d'accès au fichier dans la ligne de commande. macOS appelle une fonction où on voit un message à l'application si elle existe et la lance et lui envoie le message ensuite. Donc tout ça, ça fonctionne de façon détournée. Mais en ce qui concerne le démarrage et la fermeture, on a le même genre d'événement sur Windows, Mac et Linux et c'est ce qui nous intéresse. D'une manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que les programmes FireMonkey sur Windows, Mac et Linux se ferment proprement. Donc on a bien la possibilité, comme en VCL, donc la partie pure Windows de Delphi et C++ Builder, de savoir si l'application a été demandée à la fermeture, interrompre éventuellement la fermeture si on n'a pas envie, et faire des traitements à la fermeture du programme. On peut aussi évidemment supprimer une application en dur, donc avec le gestionnaire de tâches qui existe sur les 3 systèmes. Et dans ce cas-là, on n'a pas le programme n'a rien à faire d'autre en fait, il se plante et on n'a pas les événements de fin de fonctionnement.
Voilà. Donc là, ce qu'on avait en VCL, c'était l'événement onCanClose et onClose qui permettait de savoir si on a demandé, enfin, si l'utilisateur a demandé la fermeture d'une fenêtre et de l'application dans le cas de la fenêtre principale, et de faire des traitements dans le onClose si la demande de fermeture a été autorisée. On a aussi le bloc finalisation dans les unités, qui sont censés être déclenchés au dépilage du code, dans l'ordre inverse de l'initialisation qui est déclenché au démarrage, au chargement du programme et des unités. Alors je vais vous montrer ce que ça donne sur un programme Windows. On ne va pas s'embêter à le faire sur Windows, enfin sur Linux et Mac, vu que ça fonctionne de la même façon. Alors par contre, je relance Delphi. Alors là, je vous montre avec la 10.4, ça marche aussi de la même façon hein, sur les versions précédentes, puisqu'on va se servir des événements qui sont disponibles au niveau des programmes, en l'occurrence dans un projet FireMonkey, pour savoir ce qu'il se passe. Et ce fonctionnement-là fonctionne évidemment sur toutes les versions de Delphi qui utilisent FireMonkey. Voilà. Les sources du programme seront disponibles sur GitHub hein, après la présentation. Et vous en avez le lien ici pour ceux qui auront téléchargé le PDF. Je vous le remettrai tout à l'heure dans la fenêtre de contact. Donc on va ouvrir un projet existant, parce que je les ai tous préparés. On est ici dans le premier niveau. Donc là c'est un programme FireMonkey tout bête, avec une seule fiche et une unité en plus. Enfin, deux fiches et une unité. Sur l'écran principal, on a un bouton affiche historique qui va appeler l'affichage de la log que je vais stocker dans un fichier, et ensuite on a un bouton qui affiche la deuxième, enfin qui affiche la deuxième fiche en modal ou en non modal, ce qui va nous donner des événements différents et un fonctionnement différent. Donc la fiche 1, la fiche principale, a juste ça. La fiche 2, donc elle se contente de se refermer avec le bouton qui est ici, qu'elle soit en modal ou en non modal, et puis elle a aussi un bouton pour afficher l'historique qui sert quand on est modal. Et ensuite j'ai rajouté une unité pour juste pouvoir voir ce qui se passe pour les initialisations et finalisations. Donc là dans le code, pour les trois, j'ai un bloc initialisation et finalisation. Et pour les deux fiches, en fait, j'ai intercepté un certain nombre d'événements qui permettent de savoir qu'est-ce qui se passe et dans quel ordre se déclenche l'ouverture des fenêtres et l'ordre des événements. Donc là, en l'occurrence, le active close, close query, et ainsi de suite. Donc ça, vous pourrez aller regarder sur les sources hein, pour voir ce qui se passe. Donc là, je vais juste le lancer sous Windows en 32 bits. Évidemment, vous pouvez refaire la même chose sur la VCL et puis comparer l'ordre des événements entre les deux versions. Donc là, je vais afficher l'historique. Voilà, donc là j'ai juste deux fiches, elles sont chargées automatiquement par le programme. La première, c'est la fiche principale, c'est l'unité 1. Et l'unité 1 appelle l'unité 2, elle fait un uses de l'unité 2 parce que j'en ai besoin pour les shows et show modal. Du coup, la première unité qui se déclenche, c'est la 2. Ensuite, j'ai la 1. Alors j'espère que le texte est suffisamment grand pour que vous le voyez. Ensuite, une fois que j'ai la 2 qui s'est initialisée, l'unité 1 qui s'est initialisée, on a la troisième, puisque dans l'ordre, dans les unités, dans le projet, si je vais voir son source, voir le source ici, j'ai bien unité 1, unité 2, mon truc d'historisation, et puis l'unité 3. Donc en fait, il charge la 1 qui elle-même a besoin de la 2, c'est pour ça qu'on a la 2 en premier, ça revient sur la 1, et ensuite on a la 3 dans l'ordre de chargement. Donc ça c'est un ordre standard, hein, ça fonctionne de la même façon sur la VCL et dans les applications console. Donc on a les uses qui sont pris en compte. Donc là en l'occurrence, la seule fiche qui soit ouverte, ou en tout cas la première c'est la fiche principale, donc elle a son form create, ensuite elle a un resize pour lui donner la bonne taille dès le départ. La fiche 2 est aussi créée, puisque c'est le programme qui les crée automatiquement, parce que je ne les ai pas retirés de la liste des options, enfin des fiches à créer dans les options de projet. Elle a aussi un resize, et ensuite il resize à nouveau la fiche 1. Alors pourquoi il y en a deux, je ne sais pas, il faudrait regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur avec les tailles qui sont transmises. Et on a un show de la fiche 1 qui est la fiche principale. Une fois que c'est fait, elle s'active et elle se désactive quand j'ai cliqué sur le bouton affiche historique. Donc là, je reviens dessus, j'ai un active qui se redéclenche, je reclique sur autre chose, elle se désactive. Donc on peut jouer sur ces événements-là en fonction de ce qui se passe et puis voir ce qu'on veut faire. Donc là, j'ai cliqué sur le bouton pour afficher la 2
en non modal. Donc j'ai la première ici qui se désactive. Oups. Enfin non, pardon, j'ai la 2 qui se redéfinit en termes de taille, la première qui se désactive parce qu'elle perd le focus, le show de l'unité 2 qui se déclenche, et ensuite bah, elle s'active, et là je viens de recliquer dans la liste des historiques, donc elle s'est désactivée aussi. Donc là je reclique sur le 1, et ainsi de suite. Donc ça c'est intéressant parce que on peut voir ce qui se passe quand elles sont ouvertes. Et si je ferme le programme, voilà ce qui arrive. Alors en l'occurrence, on va regarder directement dans les fichiers. J'ai créé un fichier dans le dossier Mes documents sur le sous-dossier webinaire du 38, alors qu'on est le 31, c'est pas grave. Et donc voilà, ici j'ai bien, j'étais ici, j'avais réactivé la fiche 1. Ensuite, bah, j'ai demandé la fermeture de la fiche 1. Donc elle a le close query qui se déclenche, qui par défaut autorise la fermeture. Close. Ensuite, la fiche 1 se désactive à nouveau, parce qu'elle est en train de se fermer. La fiche 2 s'active et se redésactive, parce que pareil, c'est dans le processus de fermeture. Et ensuite, on a un destroy qui s'effectue sur la 2, avant la 1, puisque la 1 était la première chargée et la 2 en second. Donc il est dépile dans l'ordre inverse de création. Et après, on a les finalisations qui sont dans l'ordre inverse des initialisations. Donc la 3, qui était là, ensuite la 1 et la 2. Donc ça, c'est ce qui se passe sur Windows, Mac et Linux. Donc on peut intercepter ces événements-là et savoir dans quel ordre ils se déclenchent et surtout à quel endroit on doit faire telle ou telle opération. Maintenant, ça fonctionne pas pareil sur les mobiles. Donc on va aller voir ce qui se passe. Et avant de voir ça, en fait, il faut savoir que sur mobile, d'une manière générale, les programmes ne se ferment jamais proprement. Alors je dis ça, il y a un exemple qui les ferme proprement et c'est la seule exception que je connaisse. Donc je vais vous montrer, mais d'une manière générale, ils se ferment à la dure, donc tout ce qui se produit sur la fermeture n'est jamais exécuté sur mobile. Donc on oublie les finalisations, on oublie les close query et les on-close, sauf sur les fiches qu'on ferme nous-mêmes, évidemment. Sur ce qui est la fiche principale ne déclenchera jamais son on-close query et son on-close. En revanche, les fiches qu'on ferme ou qu'on désalloue effectuent effectivement leur processus normal de fermeture. Donc le finalisation, on l'oublie. Par contre, l'initialisation est bien exécutée au démarrage du programme, hein, puisqu'il charge quand même le code des unités. Et donc, il faut jamais, quand on fait des applications mobiles, faire la même chose que ce qu'on fait dans les applications classiques, à savoir faire des enregistrements de paramètres dans la finalisation, parce qu'ils ne seront jamais enregistrés. Et ça, c'est valable pour iOS comme pour Android. Il y a une autre différence entre les desktops et mobiles, c'est que l'application peut passer en background suite à un appel téléphonique, la réception d'une notification ou le passage à un autre programme. Donc sur Windows, Mac et Linux, quand on a un autre programme qui se déclenche, bah, l'application, les fiches perdent le focus, mais ça s'arrête là, elles restent actives. Dans le cas des mobiles, en fait, le système d'exploitation peut décider de les fermer, parce qu'il a besoin de ressources ou parce que l'utilisateur les a pas relancées depuis un certain temps. Et du coup, bah, on n'est pas sûr, quand ça passe en background, que on va revenir dessus, et quand ça revient dessus, il faut s'assurer qu'on revienne dans le même état. Donc c'est là où on va s'occuper du contexte. Donc ça je l'ai dit. Alors sur Android, voilà à quoi ressemble le cycle de vie d'une application. Donc ça je l'ai repris sur la doc, hein, vous avez le lien ici, avec les explications sur la doc. Grosso modo, on a un démarrage, donc c'est l'Activity Launch, il va jusqu'à Activity Running, qui est le fonctionnement normal de l'application, et dans un certain nombre de cas, elle passe en pause, en arrêt ou en suppression. Et suivant le statut autre que running, en fait, elle peut revenir à l'état en cours, ou elle peut être réinitialisée. Ou pire, si elle est stoppée, elle peut être supprimée et relancée. Et ça, on peut pas le gérer. Enfin, c'est pas nous qui savons quand elle est mise en background ce qui va lui arriver. Donc à nous de faire en sorte que quand elle se lance, on sache à quel niveau elle était quand elle s'est arrêtée pour pouvoir restaurer le fonctionnement normal. Et sur Android, il y a une petite subtilité par rapport à iOS qui n'est pas active dans toutes les versions d'Android. C'est qu'il arrive que l'appareil soit configuré pour supprimer l'application, ou d'une manière générale, toutes les tâches quand elles passent en background. Et donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner.
Ça peut être géré quand on a activé les options de développement, au moins dans la version Android 9. Alors, je sais plus si c'était le cas dans la version précédente, j'ai plus d'appareils qui fonctionnent sur les versions antérieures. Mon Wiko est refusant de démarrer obstinément. Donc en gros, quand vous avez un Android 9 ou plus, vous pouvez simuler ce fonctionnement-là, ou le désactiver si c'est un appareil sur lequel vous travaillez vous-même et vous n'avez pas envie que ça plante tout systématiquement. Ça se trouve dans Système, enfin dans les paramètres, Système, options pour les développeurs, et c'est l'option ne pas conserver activité. Donc par défaut, elle peut être active sur un certain nombre d'appareils, et du coup, quand l'application passe en background, genre on répond à un appel, on clique sur une notification, bah, il plante l'application. Donc quand on la relance, elle redémarre à zéro. Ce qui fait qu'on perd évidemment les écrans sur lesquels on était, les saisies et tout le reste. Donc ça, je vais vous montrer ce que ça donne sur le téléphone. Alors là, en l'occurrence, j'ai créé un petit programme tout bête pour ça. Il est où? Là. Je ne me ferai jamais ces nouvelles icônes. Donc c'est un programme tout bête où j'ai plusieurs rectangles à l'écran et le rectangle noir va s'ouvrir jusqu'à la droite et revient à gauche au fur et à mesure. Donc là, je vous le montre sur, je vais vous montrer sous Windows. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Windows ici, ajouter une plateforme, W, voilà. Donc sur Windows, voilà ce que ça donne. Donc j'ai juste le rectangle qui s'élargit, et puis il revient dans l'autre sens. Donc ça évidemment, si je sors de l'application, que je la mets en background sous Windows, ça change rien du tout, hein, il continue, il n'y a pas de problème. Et là, si je ferme et que je relance, il repart à zéro, puisque je n'ai pas géré la position du rectangle. Donc ça, c'est un fonctionnement tel que je vais vous le montrer sur Android. Donc là, sur Android, alors le temps de redémarrer le téléphone, c'est comme ça. Normalement, vous devriez voir l'écran, et il est synchro. Donc c'est bon. Là, je les ai précompilés, hein, parce que ça évite de perdre 5 minutes à chaque lancement du compilateur et transfert sur l'appareil quand ça passe correctement. Donc là, voilà, j'ai mon appli qui fonctionne de la même façon avec le rectangle qui s'élargit et qui se rétrécit. Si je passe en background, je reviens dessus, si je la retrouve. Hop. Donc là, notez, je passe en background, il va vers la gauche, hein. Et en fait, il repart vers la droite en repartant à zéro. Donc si je change de paramètre ici, donc j'avais dit dans Système, Options, Développeur, voilà. Et un peu plus bas, ce truc-là. Hop, je sors de là. Alors notez que j'ai encore mes applis, hein. Donc là, je l'ai activé, je reviens ici, je relance le programme. Je sors. Il est encore là, mais en fait, il va se relancer. Il repart bien à zéro. Donc si je redésactive l'option, parce qu'elle m'agace, hop, ici, donc on a dit option pour les développeurs, et tout en bas, enfin, tout en bas dans ma version, puisque ça dépend aussi des distributions Android. Je reviens dessus. Donc elle se relance, hein, puisqu'elle avait été supprimée sur la version précédente. Je sors de l'appli, je reviens, elle repart là où elle était. Enfin, en l'occurrence, elle a continué, puisque le timer continue à envoyer les signaux. Donc ce fonctionnement-là, en fait, là je suis pas sur un écran de saisie, donc c'est pas un vrai souci, mais ça peut poser problème en fonctionnement standard. Donc on va voir pourquoi ça fait ça, et quels sont les événements qui se déclenchent à chaque fois. Hop là, et on le verra avec iOS aussi. Donc, sur iOS, alors le problème de fermeture automatique des process ou le relancement de départ n'existe pas, puisqu'en fait, par défaut, Apple maintient l'application active, ou en tout cas la gèle, et quand elle revient, bah, elle reprend le contexte dans lequel elle était, sauf si l'application est restée trop longtemps inactive, ou si elle prend trop de ressources et que le système en a besoin. Donc là, dans ce cas-là, il fait du ménage comme il veut. Alors, donc le cycle de vie sur iOS et iPadOS, puisque maintenant on a deux branches, hein, pour les iPads et pour les iPhones et iPod Touch.
Il est défini dans la doc d'Apple, hein, pareil. Ce qui m'étonne, c'est que je l'avais copié ici. Oui. Il est censé être. Là, ça me perturbe parce que je pense avoir mis les logos tout de suite à côté. Donc normalement, il est plus simple que celui d'Android. En pratique, il y a beaucoup plus de choses qui se passent, mais ils l'ont simplifié sur la théorie. Et il y a en fait une grosse différence entre les versions récentes, donc 13 et suivantes de iOS, et les précédentes. C'est qu'en fait, sur les versions 12 et précédentes, on a des événements au niveau de l'application. Sur les versions 13 et suivantes, c'est au niveau de la scène. Alors pour nous, c'est transparent quand on fait du Delphi, enfin du FireMonkey sous Delphi ou C++ Builder. La scène, elle est simulée, enfin disons que les événements sont interceptés par Embarcadero, il nous les renvoie au bon endroit. Là sur iOS 12 par exemple, voilà, je sais pas si vous le voyez correctement, mais c'est pas grave. On a l'état normal, c'est le not running ici. L'application n'est pas lancée. Ensuite, l'application, quand on clique dessus, elle se lance. Elle est inactive le temps de son chargement avant qu'elle passe à active. Le inactive est censé afficher le fameux launch screen, le launch screen UI qui est disponible depuis la version 11 ou 12, je sais plus, et qui est désormais obligatoire, qui est en fait pas un splash screen avec un logo comme on le faisait jusque-là. C'est censé être l'image de l'application telle qu'elle sera lorsqu'elle aura pris la main. Petite subtilité. Donc grosso modo, on a une image qui apparaît, qui est chargée en dur par le système et qui s'affiche le temps que l'application prenne la main. Donc là, elle passe active. On reçoit un appel, par exemple, elle passe en inactif, puisqu'on a accepté l'appel. Et enfin, en réalité, ici, on a la notification de l'appel, et si on accepte la notification, ben, on passe en background. Si on n'accepte pas la notification, on remonte en actif. Et là, en l'occurrence, si j'accepte la notification, elle est en background et elle peut être suspendue ou supprimée. Si elle est suspendue, elle peut repasser en inactif et revenir active. Si elle est supprimée, ben, elle repart sur l'actif et elle repart sur le fonctionnement standard. Sur les applications en iOS 13 et suivantes, en fait ça parle de scène parce que dans Xcode ils ont changé le fonctionnement de la gestion d'écran et puis au fur et à mesure ils passent sur Swift et SwiftUI qui est leur langage de prédilection maintenant en remplacement de Objective-C, et le fonctionnement des écrans est géré de façon différente. Mais d'une manière générale, en fait, on a le même principe. On a l'application qui est éteinte et on lance un truc et ça lance une scène. La scène, elle n'est pas encore attachée. Ici, on a le launch screen qui est donc l'image de base au lancement de l'appli. Et une fois que l'application s'est chargée, que la scène a été référencée au niveau de l'OS, c'est la scène qui prend la main sur le système. Donc là, notre application, en fait, elle fonctionne. L'application peut passer pareil en inactif, mais en l'occurrence, c'est la scène qui passe en inactif. Par défaut, qui dit scène active et inactive, ça dit aussi on passe l'application en inactif. S'il n'y a qu'une scène, s'il y a plusieurs scènes, ça peut être une scène qui passe en inactif et puis une autre qui prend la main. Et du coup, ce truc-là est géré par scène. Donc, au niveau d'une scène, on peut avoir une activation et un cycle complet de vie indépendant d'une autre scène de la même application, alors que l'application elle-même continue à tourner. C'est un peu louche. Mais pour nous, on n'a qu'une scène, donc c'est comme sur le cas précédent. On a le même type de fonctionnement, sauf que c'est géré sur forme de messages différents côté iOS et iPadOS. Donc tout ça pour dire que globalement, on a sur Android comme sur iOS une application qui est fermée. On la lance, il y a un écran qui apparaît, qui est une image en dur qui est accessible depuis le manifeste ou l'infoplist et que le système affiche tout seul. Ça charge l'application prend la main, l'application est suspendue s'il y a des notifications et on peut reprendre la main tout de suite ou passer en background, et quand il est en background, il peut se fermer ou ne pas se fermer. Et du background, on peut revenir à l'état actif ou on part sur l'état fermeture. Comme je le disais, donc sur leur logo là, enfin, sur leur schéma, il y a le launch screen UI qui apparaît. C'est plus donc un petit logo sur un fond qu'on doit afficher, mais une image de l'écran. Pour l'instant, Apple n'a pas encore suspendu les applications qui ne respectent pas cette règle-là. On n'est pas à l'abri qu'ils l'appliquent systématiquement. Donc méfiez-vous si vous soumettez des applis, essayez de respecter les règles d'interface utilisateur qu'ils demandent.
il faut que le launch screen est un élément de l'interface telle qu'elle apparaîtra lors du premier chargement de l'application. Vous pouvez vous référer à la doc d'Apple hein, pour ça. Donc nous, dans FireMonkey, pour avoir le cycle de vie des applis, on a un service de plateforme qui est le IFMX Application Event Service. Donc là, je vous ai mis aussi le lien vers la doc, hein, comme ça vous aurez tout directement si vous voulez voir plus en détail. Et grâce à ça, on va pouvoir avoir les événements qui correspondent à ces différents schémas. Alors évidemment, Embarcadero a bien fait les choses. On a des événements qui sont, même si les messages ne sont pas les mêmes côté iOS et Android, on a des événements qui y ressemblent, et donc on a des états qui peuvent fonctionner de la même façon sur les deux plateformes. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Alors exemple 3 ici. Alors là en l'occurrence je vais vous faire les démos que sur Android. Parce que je suis sur des bêta-tests de plein de trucs de l'autre côté et j'ai foutu le bordel sur la machine qui me servait pour les compilations iOS depuis la version 10.4 de Delphi. Du coup, j'ai pas eu le courage de faire du ménage dans tous les certificats et remettre tout à zéro pour juste faire de la compilation. Donc je vais vous montrer pour Android. N'hésitez pas à réutiliser ces exemples-là sur vos appareils en iOS, vous verrez que ça fonctionne de la même façon. Donc là, j'ai le même programme que je vous ai montré tout à l'heure pour Windows. Hein. Un détail près, c'est que j'ai rajouté ça. Donc j'ai rajouté la gestion du service de plateforme qui permet de récupérer les événements. Alors sur le fonctionnement, dans le programme, dans la fiche principale, il faut rajouter FMX Platform. Jusque-là, rien de bien compliqué, c'est là-dedans qu'on trouve tous les services de plateforme et donc tout ce qui permet de savoir si des interfaces sont disponibles en fonction du système d'exploitation sur lequel on travaille. Ensuite, dans le form create, on va déclarer la fonction qui va nous servir de gestionnaire de messages de ces états-là. Donc là, en l'occurrence, je déclare le service de plateforme sous forme de variable qui correspond à l'interface IFMX Application Event Service. Si ce service-là est supporté, en fait, on lui passe le service sous forme d'interface qu'on cherche. S'il existe, il nous remplit un pointeur dans la variable qu'on a déclarée. Et donc, on peut utiliser la variable avec les propriétés de l'interface. Enfin, les propriétés et méthodes de l'interface. Donc là, en l'occurrence, celle qui nous intéresse sur le IFMX Application Event Service, c'est le setApplicationEventHandler qui déclare au niveau du système la fonction, ou en l'occurrence la méthode de classe, ou plutôt la méthode de la classe de la fiche, qui va nous permettre d'intercepter les événements et de les traiter. Donc ça, ce truc-là, c'est ce que j'ai déclaré, en l'occurrence en private, ici. Voilà la description de l'interface, hein. Enfin, c'est du standard, c'est comme un événement, donc vous allez piocher dans la doc hein, pour récupérer les infos. Là, en l'occurrence, que je reviens là-dessus. Donc là, pour savoir ce qu'il faut passer ici, je clique là-dessus, CTRL-clic, ça va sur le source de la fonction en question. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc le truc qu'on lui passe en paramètre, donc pareil, CTRL-clic, ou clic droit, chercher la déclaration. Et du coup, je sais que c'est une fonction machin of object, donc une méthode. Je copie ça dans ma classe, donc dans la fiche, et puis je lui mets un nom et c'est réglé. Donc ça, c'est ce qu'on fait systématiquement pour les méthodes anonymes ou pour les passages de méthodes et événements pour récupérer les déclarations, puisque ça ne s'invente pas. Donc là, mon contenu, il est tout bête. Mon événement, en fait, ma méthode qui interceptera les événements du cycle de vie de l'application, il prend deux paramètres, un objet contexte et une énumération, qui va me servir dans un case. Donc là, en l'occurrence, j'ai ces états-là qui sont gérés au niveau du fonctionnement dans la version 10.4. Alors j'ai bien précisé que c'était la liste des événements traités par Delphi 10.4 Sydney. Il est possible que dans une version antérieure, vous les ayez pas tous, et que dans une version suivante, on en ait plus. Ou que certains aient sauté en fonction des évolutions des différents OS, puisqu'évidemment, ils sont gérés en fonction de ce qu'ils font. Donc là, en l'occurrence, on a le finish launching qui est déclenché quand l'application est en train de finir de se démarrer. Donc elle va devenir active. On a un became active, will become inactive quand elle va se passer en inactif, et ainsi de suite. Donc on va voir en testant ça ce que ça donne en pratique. Ces trois-là,
sont un peu spéciaux. Le low memory, il est déclenché par le système d'exploitation quand l'application, plutôt quand le système n'a plus assez de mémoire. Donc il le transmet à l'application active ou aux applications qui sont en background. Donc là, en l'occurrence, on va pas pouvoir le voir puisque j'ai évidemment rien sur la machine pour simuler ce truc-là. Le time change, c'est quand l'heure a changé alors que l'application était active, donc elle peut le savoir. Et OpenURL, ça sert sur iOS et Android pour récupérer justement le cas de fichiers qu'on aurait associés à l'appli. Genre, je clique sur un fichier sur mon système ou j'ai un fichier dans le système, enfin dans un email, je clique dessus, il est associé à une application. Donc ça va lui transmettre ce message-là avec les informations. Et là, en l'occurrence, les infos, on les récupérera dans le contexte ou la ligne de commande selon les cas, mais d'une manière, ça servira à ça. Donc là, je les ai mis quand même, ces trois-là, même si dans l'exemple qui nous occupe, ils seront jamais utilisés. Et j'ai foutu un else au cas où, mais évidemment, comme j'ai récupéré toutes les déclarations, ça ne devrait jamais être utilisé, sauf à nouveaux événements ou nouveaux états dans l'énumération correspondante. Donc, ceci étant, on va basculer sur le programme côté Android et on va voir ce que ça donne. On était sur le 3. Oui, c'est ça. Hop. C'est parti. Donc je lance le programme. Alors là, en l'occurrence, comme j'ai déjà utilisé plusieurs fois, ma log n'est pas forcément vide, donc je vais juste afficher l'historique. Vous voyez plein de choses dedans, donc je vais l'effacer. Je ferme le programme complètement et on va le relancer à la main. Donc là, en l'occurrence, je vais aussi activer le ne pas conserver l'activité. Et vous allez voir ce qui se passe. Donc, hop, le 3. Donc j'ouvre le programme, je le passe en background. Je rouvre le programme. Donc il se relance puisque l'activité ne se conserve pas et j'affiche l'historique. Donc là en haut, on a les événements will become inactive, enter background, will terminate qui correspondent au précédent lancement de l'application. Et ce qui nous intéresse, c'est à partir d'une initialisation sur init 2. Ah oui, alors évidemment, si je ne vous mets pas l'écran, hop, là, il est là. Autant pour moi. Donc j'y vais. On oublie les trois premiers et dans initialisation sur l'unit 2, 1 et 3, c'est le même fonctionnement que sur Windows. Ensuite, on a le form create de l'unité 1, le form resize de l'unité 1, le form create et le form resize de l'unité 2, le resize de l'unité 1 et le show de l'unité 1. Exactement pareil que pour Windows. On a l'activate, puisque la fiche principale, l'unité 1, prend la main. Et ensuite, on a les trois événements qui ont été envoyés par le système. Donc là, en l'occurrence, ils sont à cet endroit-là, puisque je les ai mis dans le create. Il faut que le create soit passé pour pouvoir intercepter ces événements-là. Donc c'est à ce moment-là qu'il les récupère. Donc eux, dans la boucle de démarrage, en fait, dans l'application, quand elle lance les écrans, elle gère cet événement, enfin ces événements-là à cet endroit-là. Donc là, normalement, ça fonctionnera de la même façon sur iOS. Et donc on a un finish launching qui nous dit que l'application elle a fini de se démarrer, qu'on a un premier écran qui est affiché. Elle a pris la main sur le système. Le will become foreground, faut vraiment que je travaille mon anglais pour l'accent. Elle va prendre la main et elle become active, qui correspond en fait au form activate, qui est juste au-dessus. Ensuite, on a un resize. Allez savoir pourquoi il y a un deuxième resize après l'affichage. Sachant que sur iOS et Android, l'application prend la taille complète de l'écran, hein, quoi qu'il arrive. Enfin, chaque fiche prend la taille complète de l'écran. Donc celui-là, il ne devrait pas être utile, mais il fonctionne de la même façon que sur le principe sur Windows. Et on a un become inactive, enter background, will terminate, parce que j'ai fermé l'application. Le deactivate, destroy, qui sont ici, alors je ne sais pas si vous voyez la souris, deactivate, destroy, en fait on a la fiche 1 qui perd le focus, donc elle se désactive, c'est l'équivalent du activate dans l'autre sens. On ferme la forme 2, on ferme la forme 1, on a la finalisation des trois unités. Donc je vous disais tout à l'heure que la fermeture ne se faisait pas sur iOS et Android, c'est le seul cas dans lequel vous verrez les finalisations et les destroy. Parce que c'est l'OS qui fait une fermeture de l'appli, il lui envoie un close, ou un équivalent. Je vais ressortir de là,
Je reviens sur ma gestion d'options. Je remets le maintien des activités. Et je repars à 0 sur l'autre. Donc là, évidemment, comme je suis sorti, elle s'était recoupée. J'efface ça, je ferme, et je vais relancer à 0. Hop. Donc là, je lance l'appli la première fois. Il y avait la fermeture du précédent coup. Donc on ne s'occupe pas des deux premiers, le will become inactive et le hunter background, puisque ce sont les deux qui viennent qui correspondent à la fermeture précédente. J'ai l'initialisation des unités, le create de la fiche 1, le resize, le create de la fiche 2, son resize, le resize de la fiche qu'on va afficher. Elle passe active. On a les trois événements de démarrage de l'appli du système et un resize final. Et ensuite, elle se désactive parce que j'ai cliqué sur le bouton afficher l'historique. Donc là, je la réactive quand je ferme celle-ci et je redésactive quand je réaffiche l'historique. Je vais sortir de l'appli. Donc là, j'ai désactivé la suppression automatique. Hein. Je reviens dans l'appli et vous voyez, elle a été, enfin, elle a reçu le will become inactive, le hunter background. Elle revient en premier plan et elle redevient active. Et là, en l'occurrence, j'ai pas mis de log sur l'écran qui me sert d'historique. Donc on n'a pas les deactive et les deactivate et activate de la fiche. Là, je sors, je reviens. On devrait l'avoir sur la fiche 1. Donc on était sur je sais plus quoi. Voilà. Donc on était en background, beacon active, beacon inactive, c'est ça. Donc là j'étais ici, normalement, beacon actif. Ensuite j'ai fermé la fenêtre. Je suis revenu sur la fiche 1 et j'en suis ressorti. Donc elle est active, elle est désactive. Et ensuite on a les événements qui se redéclenchent. Et au final, ben, on a la fiche 1 qui s'active, qui a reçu les inactifs et enter background. Become foreground et became active, et ensuite on a deactivate parce que je suis revenu dessus. Là. Donc tout ça pour dire que on peut intercepter le fait qu'on passe en background. Mais là, si je la ferme et que je la relance, je n'ai pas les finalisations. À aucun moment j'ai les destroy de l'application. C'est peut-être mieux comme ça, tiens, en termes de taille. Donc là j'ai bien le finish, alors attendez, hop, je remonte. J'ai bien la fermeture du précédent et ça repart tout de suite en initialisation. Donc ça c'est le cas standard sur iOS et Android quand le système ne ferme pas l'appli proprement. Et donc, pas de finalisation, pas d'enregistrement de quoi que ce soit quand on le gère dans les finalisations des applications. Alors, ceci étant, maintenant qu'on sait, on va pouvoir passer à ce qu'on fait quand on sait ce genre de choses. Avant ça, je vais vous montrer... c'est bon. Donc, ce que j'entends par contexte, en fait, c'est tout ce qui est choses à l'écran. Enfin, à l'écran ou d'une manière générale qui a été enregistrée. C'est-à-dire la fiche sur laquelle on est, les choses qui ont été saisies sur la fiche sur laquelle on est, et éventuellement l'enchaînement des écrans qui ont été faits. Donc ça, c'est ce que j'appelle le contexte d'exécution de l'application. Bon, en réalité, ça c'est l'état de la session ou l'état de la mémoire qu'on pourrait avoir au moment où elle est exécutée. Et ce truc-là, ben, on peut le perdre si on sort, si on passe en background, puisque selon les cas, comme je viens de vous le montrer, on ne peut pas gérer le fait que ça se remette automatiquement au bon endroit. En fait, on ne peut pas le gérer, en réalité, on va le faire. Voilà. Je vous laisserai regarder les textes, hein, du manière générale, c'est ce que je dis aussi oralement. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir sauvegarder ces informations-là, savoir dans quel état est l'application avant de passer en background, et puis le restaurer quand on la repasse en foreground, donc en premier plan. Pour un jeu vidéo, par exemple, ce serait tout bête, ça consiste tout simplement à passer le jeu en pause
Et puis quand l'application se relance ou quand elle reprend la main à l'écran, on propose à l'utilisateur de reprendre la partie sur laquelle il était. Et ça, c'est le truc à faire de base quand on est sur un jeu vidéo sur un mobile, puisque le moindre appel ou le moindre texto où les gens, les gens se jettent dessus pour répondre ou pour répondre, il faut interrompre le jeu le temps que ça se passe et pas continuer à tirer dans le tas automatiquement sans que l'utilisateur voit ce qui se passe. Donc ça, c'est la pause, sauf qu'il faut faire la même chose dans les applications de gestion. Et là, ça se complique un petit peu parce qu'une application, quand on est sur une saisie sur 4 ou 5 écrans différents, et quand je dis écran, ça peut être des fiches comme des frames ou des onglets de classeur à onglets, enfin de notes pour contrôle ou page contrôle, on se retrouve avec des choses à gérer à la main puisque Delphi va pas le faire pour nous, malheureusement. C'est vrai que ce serait pratique qu'il puisse enregistrer l'état exact du programme, mais très compliqué à mon avis pour qu'il le fasse d'une façon générique. Par contre, Embarcadero nous propose quand même un système pour faire ce genre de choses. Donc là, pareil, je vous ai mis le lien vers la doc correspondant à ce que je vais dire derrière. Le fonctionnement est relativement simple. On a un flux dans lequel on peut enregistrer les informations et flux en mémoire qui est sauvegardé de façon permanente ou pas sur le disque dur, sur la zone de stockage de l'appareil. Dans le onCreate, on va lire le contenu de ce flux-là, donc le onCreate de chaque fiche. Et dans le onSaveState, qui est un événement qui sert à ça, on va pouvoir récupérer les informations qu'on veut stocker et les écrire dans le flux. Derrière, FireMonkey va faire le nécessaire pour les enregistrer et pour pouvoir nous le proposer sur le create de la fiche suivante. On utilise le flux qui est donc dans ce truc-là avec deux writer et reader, tes binary writer et tes binary reader. Je vais vous montrer l'exemple tout de suite. Et voyons ce que ça donne quand on rajoute le SaveState à la gestion du cycle de vie. Donc là, le SaveState, en l'occurrence, donc ça ce sera l'exemple 4, ici. Alors à cette appli, j'ai juste rajouté un événement en plus au niveau de chaque fiche. Qui est celui-là. Et dans cet événement, comme pour les autres, je vais le rajouter dans la log. Donc on va voir ce qui se passe. Je vais commencer par le lancer sous Windows, qui était là, pour vous montrer ce que ça donne. Hop. Alors je le stocke dans le même fichier, donc je vais juste le virer de là. On avait dit document, webinaire, log. Voilà. Donc je vais dans l'historique, je l'efface, et je ferme l'historique. L'avantage, c'est que Notepad++ va repérer que le fichier est modifié, donc il va me permettre de le récupérer en temps réel. Là, en l'occurrence, j'ai redéplacé une fiche et je l'ai modifiée, donc j'ai des resize qui se font. Je vais vous montrer par là. Si je repasse dessus, j'ai bien l'Activate, là, ça s'affiche en dessous. J'affiche la fiche 2. Il met bien les informations dans l'historique, je la resize pareil. Je clique sur la fermeture, je l'affiche en modal, et je repasse sur l'historique, je ferme la fiche, et ainsi de suite. Donc ça fonctionne pareil. Là, je vais par contre fermer le programme. Et ici, on a bien, alors ils sont où? Deactivate, machin. Ici, j'ai bien le close query close, la fenêtre qui se cache, elle se désactive, la 1 prend le pas, j'ai fait la fermeture du programme, donc là il y a un close query sur la fiche 1, un close tout court sur la fiche 1, le deactivate de la 1 qui perd le focus à la fermeture, et SaveState sur la 2, SaveState sur la 1, et ensuite le destroy de chaque. Donc l'événement onSaveState, il est appelé normalement avant le destroy, entre le close et le destroy de chaque fiche. Du coup, même sur ordinateur de bureau, je vais pouvoir stocker ces informations-là. Et donc on va en profiter pour voir ce que ça donne, et donc là j'ai bien les finalisations. Alors ça c'est pratique sur ça. On va voir maintenant ce que ça donne sur le mobile. Donc on repart sur le téléphone, voilà. Exemple 4.
Donc il se lance, je le passe en background, je le relance. Donc là, je suis dans j'ai pas réactivé l'option de suppression automatique, donc il est toujours actif, hein. On regarde l'historique. Alors, le lancement initial, il est là. Save state, oui c'est ça. Donc j'ai bien l'initialisation. À mon avis, un petit bordel, donc j'efface tout ça. On va repartir à 0 dessus, et j'efface ça. Donc, application 4. Toujours très compliqué de regarder les logs avec ce genre de truc. Donc j'affiche l'historique. Ici, j'ai bien un démarrage. Alors, hop, ça part à initialisation ici. Donc j'ai 3 initialisations, les 3 fiches, hein, enfin les 3 unités. Ensuite, la 1, qui a une fiche, c'est create resize. La 2 qui est créée automatiquement, create resize. La 1 qui est active, parce que c'est la principale, se resize, s'affiche, s'active, les événements de démarrage et un resize final. Ici, bah, on avait la main, j'ai appuyé sur le bouton d'historique, donc j'ai désactivé la fiche 1. Je vais sortir du programme et je le relance. Donc je suis sorti juste en le mettant en background, hein. Je le relance, et donc se sont rajoutés des événements become inactive, background, form save state sur mes unités 1 et 2, puisque les deux fiches sont créées, même s'il n'y avait que la 1 qui était active, et ensuite bah, il reprend la main. Donc on a le become foreground et became active. Mais le create n'est pas déclenché à ce niveau-là. Ça tombe bien puisque l'application, elle est là. Si je me mets sur la fiche 2, je sors, je reviens dessus, je suis toujours sur la fiche 2. Il n'y a pas eu de fermeture du programme, donc il n'y a pas de raison de changer, de réinitialiser quoi que ce soit. Et là, dans l'historique, hein, j'ai bien l'activation de la fiche 2, quelque part, form save state machin, activate sur la 1. Voilà, donc là j'active la 2, ici, et ensuite bah, elle se resize, elle prend la main, je suis repassé en background, donc j'ai le save state sur les deux, et je reviens sur le deactivate quand j'ai cliqué sur le bouton, hop, le bouton affiche l'historique ici, là je le referme, donc j'ai bien normalement un hide, et ensuite le deactivate de l'unité 1 quand je reviens sur celle-ci. Donc on arrive à voir un petit peu ce qui se passe. Alors, dans notre cas, le truc important à savoir, c'est que le save state se fait, mais à aucun moment, sauf si je l'ai géré au niveau de l'activation, donc dans le became active, ce qu'on a mis dans le save state ne sera exécuté. Donc on va voir dans deux cas concrets comment on peut gérer les choses. Donc je vais reprendre l'exemple, le premier exemple, enfin le deuxième exemple qui avait le rectangle noir, et je vais vous montrer comment on peut faire en sorte que ça reste actif, quoi qu'il arrive, dans notre programme. Donc là, je repars sur Delphi, on est sur le 5. Pardon. Donc ce que j'ai rajouté au programme, c'est juste l'événement hein, qui nous permet de gérer les différents états. Et donc je l'ai intercepté au niveau du create comme tout à l'heure hein, pour savoir ce qui se passe. Et puis j'ai aussi rajouté, donc là je l'ai mis à la fin ici, et j'ai aussi rajouté la gestion du save state. Donc dans le on save state de ma fiche, je me crée un binary writer qui est un composant qui permet d'écrire sous forme binaire dans un flux des variables selon leur type. Là, en l'occurrence, donc je vide le flux. Alors il y a un flux il y a un flux. Il y a un stockage par fiche, parce que le save state est au niveau de la fiche et les paramètres du save state, ça je vais vous en parler dans l'exemple suivant, sont gérés sous forme de service de plateforme. Donc mon save state qui est géré sur la fiche, qui appartient au tform, je le vide pour pas garder des choses qui auraient été enregistrées la fois précédente éventuellement. Je me crée mon objet de création binaire, d'écriture binaire que je rattache à mon stream pour savoir dans quoi il va écrire.
et je fais un write des différents éléments que je veux stocker. Donc là, en l'occurrence, c'est la largeur actuelle de mon rectangle et le nombre qui est rajouté ou supprimé à sa largeur pour pouvoir faire l'agrandissement et le rétrécissement. Ces trucs-là, je les enregistre quand je passe en background, donc dans le save set ou quand l'application se fermera. Et sur le create, ici, je vais les lire. Donc j'ai un binary reader. Ne tenez pas compte de ces lignes-là. Et ici, si mon flux, enfin, si mon save set a un flux qui est supérieur à 0, donc il y avait des choses à récupérer dedans. Donc il existait lors du précédent, enfin il a été enregistré lors du la précédente fermeture du programme. Je crée mon objet binaire de lecture, je le rattache au stream de mon save state de la fiche en cours et je vais lire les informations qui m'intéressent. Alors en l'occurrence, je les ai mis dans un try except systématiquement, tout simplement parce que si je rajoute un paramètre en enregistrement, ici je le lis à la création, le premier coup ça plantera. Et s'il plante à la lecture, il fera jamais l'enregistrement correctement la fois suivante. Donc, systématiquement, on intercepte toutes les erreurs qui pourraient être liées à un paramètre qui n'existe pas dans le flux. Alors, évidemment, il faut gérer des valeurs par défaut, ce que j'ai fait au-dessus. Donc, on met les valeurs qu'on veut au départ, on fait notre lecture du save state, et éventuellement, on gère aussi les services de plateforme, enfin les états du cycle de vie de l'application. Donc, mettez-les plutôt dans cet ordre-là. Après, vous pourrez jouer suivant ce que vous faites, mais idéalement, c'est dans ce sens-là. Il faut le faire sur toutes les fiches de l'application, évidemment. Donc quand on n'en a qu'une, là en l'occurrence j'ai enregistré dans l'ordre la largeur du rectangle qui est un single et l'incrément, décrément qu'on fait sur la largeur qui est en entier. Du coup je lis dans l'ordre un single que je stocke où je veux et un entier que je stocke ici. Le writer, enfin le binary writer et le binary reader mettent n'importe quoi dedans, enfin on peut stocker tout ce qu'on veut, hein, tous les types sont gérés, enfin tous les types. Les types standards sont gérés. Ici, je fais un shift contre l'espace pour avoir tous les paramètres. Normalement, on peut tout stocker comme on veut dans le flux en question, et à nous ensuite de transformer en chaîne de caractères ou autre chose si on a un type à nous, genre un record ou un truc comme ça, il faut le sérialiser si on veut le stocker dessus. Donc, on a fait l'enregistrement, on a fait la lecture, et ce que j'ai fait en plus, parce que en fait, dans ce programme-là, j'ai le timer qui permet de changer la largeur, qui fait l'incrément, qui le décrément, hein, ici. Donc c'est lui qui change la largeur du rectangle. Pour pas que mon timer empile des événements quand on est juste en background ou arrêté, je vais gérer les options du cycle de vie pour arrêter et réactiver le timer. Donc ça, en l'occurrence, je le fais au niveau de ma fonction, ici, donc mon application Event Service. Si je suis en became inactive, je réactive mon timer. Si je suis en inactive, je le désactive. Du coup, quand le create se fait, j'intercepte les événements de plateforme qui vont activer et désactiver le timer, et si la plateforme sur laquelle je suis ne gère pas ces événements-là, j'active le timer. Évidemment, le save state doit le désactiver. Puisqu'on passe en background, il n'y a pas de raison que le timer qui continue à changer la taille de l'écran continue à tourner. Du coup, il faut le réactiver quand il ne l'est pas. Donc, petite manipulation qui font que sous Windows, ça donne ça. Hop. Je relance le programme, il repart là où il était. Parce que sous Windows, on a bien le save state qui est déclenché. Évidemment, si je le mets en background, là, pas de bol, hein, je suis à 0, je réduis, on va attendre 2-3 minutes, quelques secondes. Le timer a continué à tourner. Donc là, l'aperçu que vous avez en bas de l'écran, forcément, il a continué à tourner en background, puisqu'on est sous Windows et que derrière, on ne gère pas donc l'inactivation et la réactivation quand il passe en minimize, maximize, qu'on pourrait gérer au niveau des options de la fiche, enfin des événements de la fiche ici, puisque la fiche a aussi un active et un désactive. Donc c'est à cet endroit-là en fait que j'aurais pu mettre le fait qu'on coupe et qu'on réactive le timer. Enfin, ce que j'aurais dû mettre.
la désactivation et la réactivation du timer, parce que ça marcherait dans toutes les plateformes qu'on a pu le voir avec tous les enchaînements d'événements. Alors en l'occurrence, je l'ai géré que sur les plateformes mobiles, donc on va voir ce que ça donne sur mon Android. Donc là c'est le 5, ici. Hop. Donc je repasse comme ça, il va vers la droite, je passe en background, il continue vers la droite, il repart à gauche, je le ferme. Il se lance, il reprend l'état dans lequel il était. Donc ça, essayez de l'utiliser au maximum quand vous faites des applications mobiles de saisie pour pouvoir gérer ce genre de choses et éviter que l'utilisateur soit paumé. Alors je vais vous montrer ce que ça donne quand on réactive le truc qui ferme les applications, enfin, qui fait le ménage tout seul. Donc je relance le 5. Il avait récupéré l'état dans lequel il était. Je ferme. Là, normalement, il est toujours là, mais il se relance. Et il récupère l'information. Donc grâce à ça, que le système ferme ou pas les applis, on récupère l'état précédent et on peut travailler. Alors petite subtilité pour que ça fonctionne correctement, parce que ce n'était pas le cas avant que je le rajoute, quand on est dans le cas où il ferme proprement l'appli, le fichier qui sert pour le stockage du flux est supprimé à la fermeture propre de l'application, par défaut. Pour qu'il soit permanent, il faut fixer le chemin d'accès sur lequel il est stocké. C'est pour ça que j'ai mis 4 lignes en plus au niveau du create, ici. Alors ça, c'est à faire que sur la fiche principale. Ça sert à rien de le faire sur les autres. Là, en l'occurrence, dans SafeState, on a une propriété qui s'appelle StoragePath, qui va contenir le chemin d'accès dans lequel on va stocker les informations. Si elle est fixée, le fichier est conservé. Si elle n'est pas fixée, il est stocké dans un dossier temporaire qui est effacé à la fermeture du programme, comme n'importe quel programme. Donc si le programme se ferme proprement, que ce soit sur les plateformes mobiles ou desktop, le SafeState est effacé. Et là, en l'occurrence, comme je vous l'ai montré, quand on active l'option sur Android qui dit de supprimer les activités, c'est le seul cas où il ferme proprement, donc il perdait les informations. Du coup, on est un peu obligé de mettre ça pour être tranquille. Donc là, en l'occurrence, je remplis le storage pass et là, je vérifie s'il existe. Donc s'il n'existait pas, je le crée, histoire d'être serein et qu'il n'essaye pas d'enregistrer des trucs dans un fichier qui n'existe pas, enfin, dans un dossier inexistant. Idéalement, mettez tout dans un get document pass, ne mettez pas des chemins en dur, où que ce soit, et une arborescence à vous. Alors get document ou get document ou l'autre, le app data sur Windows, je ne sais plus quel c'est. J'ai fait un contrôle espace sur le truc, donc ça doit être get public, ou je ne sais plus lequel, share document. Il varie, un peu importe. En tout cas, choisissez-en un qui soit standard, qui ne vous pose pas de problème et qui ne soit pas mélangé avec les documents des utilisateurs, évidemment, parce que là, en l'occurrence, quand je suis sous Windows et que j'utilise ça, il va me créer des fichiers temp dans le dossier en question. Alors j'ai dit document webinaire, et ça, c'est mon save data, enfin mon save state. Alors c'est de l'enregistrement binaire, donc pas lisible, sauf si vous y stockez des textes, évidemment. Hop. Mais ils sont stockés là. Donc si vous mettez un dossier accessible aux utilisateurs moyen, sauf s'ils peuvent le supprimer derrière. Donc ça nous crée un fichier avec le nom du projet. FM, c'est pour FireMonkey, le nom de la classe dans laquelle on est, l'identifiant de la classe, donc l'instance, et donc en .tmp. Du coup, si vous avez 3 fiches sur le projet, il va vous créer 3 fichiers avec 3 noms différents dans le dossier que vous auriez spécifié. Et ça, tant que vous n'effacez pas le contenu du save state, ça reste sur votre arborescence, même si vous fermez l'application. Voilà. Hop. Et donc, dernier exemple. Donc là, j'ai un truc avec une seule fiche. Je vais vous montrer avec plusieurs fiches ce que ça donne. Le 6. Donc le 6, c'est le même que le 5, toujours le rectangle qui bouge. Et puis, j'ai rajouté une ou deux fiches. Enfin, 2 fiches en plus, avec des boutons qui permettent d'activer les différentes fiches. Donc là, sous Windows, hop, ça donne ça.
Je vais juste lancer le programme et puis l'arrêter. En l'occurrence, le chemin en dur est le même pour tous, donc il garde l'état dans lequel était le rectangle au démarrage. Je ferme. Et sur mon dossier, j'ai 3 fichiers, un pour chaque fiche. Parce qu'en fait, j'ai géré l'événement onSaveState de chacune des fiches. Donc là, sur la première, j'ai juste rajouté les boutons avec l'affichage en chaud des deux autres. Sur la 2, j'ai juste géré le create avec la lecture des informations que je voulais stocker et le SaveState avec l'enregistrement. Et sur le 3, pareil. Donc là, en l'occurrence, j'ai aussi stocké le fait que la fiche soit visible ou pas visible. Ce qui donne ça. Alors, il faut juste que je relance le programme. Voilà. Donc là, j'ai ouvert la 3 et la 2. C'est du show tout court, hein, donc j'y ai accès toujours. Et je ferme le programme. Alors, je vais le fermer par là. Donc vous voyez, c'est la 2 qui a le focus, hein, normalement. Je relance le programme. La 2 et la 3 sont bien visibles, mais il ne sait pas laquelle avait le focus au départ, parce que je ne l'ai pas enregistré. Je ne l'ai pas spécifié. Et le fait de passer à visible en lecture et au rechargement ne suffit pas pour que l'écran passe en premier plan, parce que par défaut, c'est la fiche principale qui récupère le focus quand on lance un programme. Donc le fait de stocker les propriétés visibles ou pas visibles ne suffit pas, et même le fait de faire un bring to front comme j'ai fait ici, ne permet pas de remettre le focus sur la bonne fiche. Tout ça pour dire que si vous avez un programme avec plusieurs écrans, il va recharger tout ce qui était créé, ou en tout cas tout ce que vous chargez vous à la main, dans chaque fiche qu'il crée tout seul ou que vous créez par programmation. En revanche, si vous avez envie de vous positionner sur un écran, c'est à vous de gérer le fait que vous étiez sur tel ou tel écran. C'est à vous de gérer l'enchaînement des écrans s'il y en avait un. Si vous êtes sur une application de saisie, vous étiez sur la 5e fiche qui s'enchaîne les unes après les autres, il faut que vous recréiez vous-même, depuis la fiche principale, les différents écrans et le restauriez par la lecture dans le create, son contexte, qui permet ensuite de créer les fiches dont il dépendait derrière. Ne stockez jamais un pointeur vers la fiche suivante, parce que forcément, lors de la recréation, le pointeur, et ce sera une valeur en mémoire, ça vous fera des violations d'accès si vous l'utilisez sans avoir recréé vous-même l'objet. Donc créez plutôt l'information qui dit, enfin stockez plutôt l'information qui vous dit que vous avez enregistré, enfin que telle ou telle fiche était active, et ensuite vous la recréez à la demande hein, dans votre code, plutôt que de stocker le pointeur de la fiche qui ensuite dira j'avais un truc quelque part en mémoire, mais quand vous essayez de l'afficher, bah, walou, le pointeur en mémoire il pointe sur n'importe quoi et ça plantera. Donc ça complique un peu les choses, mais il n'y a pas de solution simple, et en tout cas rien d'automatisable qui permettrait de tout remettre en place. Il y a des solutions de sérialisation d'objets, notamment dans la partie datasnap de la RTL. C'est les objets tmarshal et tunmarshal Marshall Object, je crois. Hop. Vérifier. Chercher la déclaration. Ça, il n'y avait rien. F1. Je l'ai plus là. Donc, ça, enfin, regardez sur DocWiki, vous cherchez Marshall et vous trouvez. Ce sont deux classes qui permettent de sérialiser des objets et de les désérialiser. Donc, en fait, ils reprennent toutes les propriétés puis les récupèrent sous forme d'objets JSON que vous pouvez ensuite stocker dans un flux avec un read string et un write string. En revanche, ce sera à vous de faire en sorte que vous recréiez la classe qui va aller récupérer les informations de ces propriétés. Donc faites des tests, restez méfiants sur ces trucs-là. Ça peut être un peu compliqué selon les applications à gérer, mais à nous de faire en sorte que ça se débrouille correctement pour les enchaînements. Voilà. Autre chose là-dessus, oui, bah, je vais vous montrer quand même ce que ça donne là-dessus. Hop, l'exemple 6 donc. Enfin, le fonctionnement est le même, hein. Sauf que du coup, on va sur le 3, je vais sur le 2, le 3, le 2, le 3, le 2, le 3. J'avais des trucs déjà saisis en haut, hein, donc c'est ce qui me permettait de savoir sur quel écran j'étais. Voilà. Je ferme le programme, je reviens. Je les ai toujours, le 2 aussi.
Si je ferme complètement, je les récupère normalement, puisque forcément, ils étaient enregistrés, mais en revanche, il ne sait pas sur quel écran j'étais. Voilà. Avec ça, normalement, vous devriez avoir de quoi travailler sur vos applications mobiles. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ou d'autres choses qui seraient liées? A priori, pas de questions. Une fois, deux fois, trois fois? Non? Bon. Si vous en avez, vous pourrez toujours me les retransmettre par mail hein, s'il y a besoin. Là, donc on a vu les états du cycle de vie des applications, on a vu comment travailler avec le onSafeState et son flux pour stocker le contexte d'exécution, ou en tout cas les informations qu'on veut restaurer lors du redémarrage d'une appli. Maintenant, bah, c'est à vous de pratiquer. Donc n'hésitez pas à faire des essais, à modifier vos applications existantes si vous en aviez déjà, pour prendre en compte ces informations-là, et puis surtout à tester l'option sous Android qui coupe complètement l'appli et la relancer. Parce que c'est un truc qu'on ne fait pas forcément, puisque nous on a des configurations, si on ne sait pas qu'elles peuvent être modifiées, on peut se retrouver avec des bizarreries en prod chez des utilisateurs qui n'auraient pas le même téléphone que nous. Juste une question qui vient d'arriver de Fabrice. Le problème des safe states ne serait-il pas le fait que ce soit un stream, donc lecture dans l'ordre? Mieux vaudrait utiliser un fichier style inifile, ça fonctionne bien avec les streams. En réalité, le safe state, c'est un mécanisme que nous fournit Embarcadero. En pratique, on peut enregistrer ça dans les fichiers qu'on gère nous-mêmes, hein. C'est pas un souci, on n'est pas contraint à utiliser l'objet safe state lui-même. Simplement, les choses à retenir, c'est le onCreate pour la récupération des infos ou le activate selon ce qu'on veut faire. Et puis l'enregistrement au niveau du onSafeState qui permet de savoir à quel moment il a fait la fermeture de l'application, ou en tout cas le moment où il a perdu le focus sur l'appli. Alors oui, pour les exemples, hein, pareil que d'habitude, je les ai mis sur, enfin je les ai mis. Je vais les transférer d'ici quelques minutes sur GitHub, donc vous aurez les liens dessus. D'ailleurs, en parlant de liens, je vais vous les transmettre tout de suite. Ici, alors hop, que je retrouve, c'est là. Donc là, je vous transmets le lien vers la page du blog, hein, où vous aurez mis, enfin, je mettrai le replay, puis les liens vers le PDF et les téléchargements pour après. Et je vous remets aussi le lien vers GitHub sur lequel vous aurez les fichiers d'ici quelques minutes et le lien vers la présentation si vous voulez la télécharger maintenant, puisqu'elle devrait être disponible, je crois l'avoir publiée sur mon compte Dropbox. Comme toujours, les vidéos seront disponibles sur la chaîne YouTube de Bernstein, hein, dès qu'elles auront été publiées. Et donc vous avez les informations complémentaires et d'autres liens vers la doc que je vous mettrai après sur mon blog. Prochaine session de webinaire le 29 septembre si tout se passe bien, qui est un mardi à nouveau. Donc ce sera sur le développement d'applications pour Android TV, puisque j'ai eu envie de faire joujou avec le Fire TV de Amazon et que du coup bah, ça fonctionne aussi sur d'autres appareils sous Android TV, donc tant qu'à faire, je tenterai de vous faire une présentation là-dessus et le point compliqué de la chose sera de filmer la télévision tout en vous montrant mon écran à côté, mais je trouverai une solution d'ici le mois prochain. Les sessions suivantes, 27 octobre, 24 novembre et 29 décembre, sont planifiées, donc vous pouvez vous inscrire. Par contre, j'ai pas encore les sujets, donc si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à nous les transmettre à Bernstein ou à moi-même directement. Je fais le tri de temps en temps, et puis en fonction de ça, on choisit. Il y aura probablement une session sur l'accessibilité des applications, enfin des logiciels Windows en FMX, puisque ça me titille depuis un certain temps, et puis éventuellement des enchaînements d'écran, mais en tout cas pour l'instant ce sont les dates qui ont été planifiées. Après on verra ce qui se passe. Si vous inscrivez tout de suite sur les événements, vous aurez évidemment les changements de planning qui se feront, qui vous seront signalés par email. La liste complète de tous les webinaires existants, en tout cas ceux auxquels j'ai participé, est disponible sur le lien que vous avez en bas, donc sur le blog dans la partie série et ensuite webinaire.
Et je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Une dernière chose aussi, hop, pendant que j'y suis, je reviens là-dessus. Si vous avez une licence en phase d'expiration ou une ancienne licence et que vous aimeriez passer sur les versions récentes, je vous recommande vivement de profiter de l'offre en cours qui est proposée par Embarcadero et du coup par Bernstein aussi, puisque pour la France, c'est eux qui les gèrent, qui consiste en gros avec une édition entreprise ou architecte à récupérer un bon paquet de composants de toutes ces sociétés-là partenaires de Embarcadero. Donc ce sont les licences d'un an hein, pour les composants complémentaires, mais ça peut être intéressant pour voir ce qui se fait et éventuellement travailler sur des projets que vous ne faisiez peut-être pas parce que les licences sont parfois un peu chères quand on achète un petit peu tout. Donc là, vous avez un pack groupé qui représente 13 000 $ de valeur d'après ce qui est indiqué sur la page. Donc n'hésitez pas à contacter Bernstein si vous avez des anciennes licences que vous voulez remettre à jour. C'est le moment idéal. Et puis si vous n'avez pas encore installé la 10.4, attendez encore quelques jours. Vous devriez avoir la 10.4.1 qui arrive en septembre. Alors on n'a pas la date, mais Atanas Popov à mi-septembre, donc on devrait l'avoir d'ici 2 à 4 semaines. Si tout se passe bien, ce sera une mise à jour, enfin, c'est une mise à jour. C'est une version qui remplacera donc la 10.4 Sydney, hein, 10.4.1, qui contiendra pas mal de correctifs et d'améliorations sur les nouveautés de la version précédente et puis sur tout ce qui se fait depuis pas mal de temps, de tous les côtés. Donc si vous aviez intention d'installer la 10.4 maintenant et d'installer plein de paquets de composants, attendez peut-être quelques jours, ça vous fera gagner du temps. Une fois que l'autre sera arrivé, quoi qu'il arrive, si vous avez des questions, bah, posez-les à Bernstein sur équipe@bernstein.com ou moi en direct par l'intermédiaire du blog développeur-pascal.fr. Voilà, finalement, je n'ai pas trop débordé, je suis content de moi, vous êtes tous restés, c'est bien aussi, je vous en remercie. Et si vous n'avez pas de questions de dernière minute, je vous propose qu'on se retrouve le mois prochain pour la session sur Android TV, ou entre-temps, bah, si on a l'occasion de se contacter d'une manière ou d'une autre. À bientôt, bonne fin de journée, au revoir.